Et puis après, on lui demande gentiment s'il veut se rendre, que c'est bien connu. C'est bien connu. Les dictatures arabes, généralement, ne tuent pas sa population. Pas du tout. Je recommande à nos humanistes un séjour, on va dire, touristique dans une prison en Tunisie ou au Venezuela. Pour voir le niveau de confort et d'humanité. Ils sont tellement sympas avec leur population, d'ailleurs, c'est bien connu. Hein, c'est pour ça que d'ailleurs qu'elle émigre, cette population. Et ils sont tellement bien chez eux qu'ils fichent le camp. Et donc, non, mais tout ça, je dois préciser aux auditeurs qu'on fait de l'ironie. Aujourd'hui, c'est une émission ironique. Et Cabello, donc le ministre vénézuélien, continue. Aucun soupçon de trafic de drogue n'autorise les exécutions extrajudiciaires en mer. Bien sûr. Les Américains n'ont rien expliqué. Ils annoncent pompeusement avoir assassiné 11 personnes. Et le droit à la défense. Bah oui. Bah évidemment. Donc ça, et d'ailleurs, on aurait pu dire la même chose pour Ben Laden ou pour le calife Ibrahim al-Baghdadi, exactement. Bah, et le droit à la défense d'Oussama Ben Laden, qui a été bafoué. Bien sûr. Bon. Et puis il n'y a pas eu de débat, il faut débattre avec eux. Non, et puis il faut les comprendre, je pense. Bah, bien sûr, il faut les comprendre. Alors en fait, tout ça, encore une fois, derrière cette espèce de mansuétude du gouvernement vénézuélien vis-à-vis de gens qui appartiennent à un cartel sanguinaire, qui tue directement et indirectement des centaines, voire des milliers de personnes au Venezuela et ailleurs, on le sait très bien, il y a aussi une complicité. Il y a un niveau de corruption au Venezuela qui est gigantesque, à l'instar de ce qu'il était et de ce qu'il est toujours à Cuba, où on sait pertinemment que Raúl Castro, le frère de Fidel Castro, a personnellement supervisé de l'importation en fait, du trafic de drogue qui transitait par Cuba à destination des côtes de Floride, en particulier cocaïne mais aussi héroïne, parce que ça fournissait des devises pour la révolution castriste. Mais c'est pareil au Venezuela, c'est-à-dire que les grands cartels ont leur relais au gouvernement. Et ça, c'est là aussi une des réussites du socialisme du Venezuela. Bien sûr, voilà. Enfin tous ces pays, dans tous les cas, leurs dirigeants sont trempés dans des trafics de même que les régimes islamiques. D'ailleurs, on en a parlé à ce micro je ne sais plus combien de fois, des trafics du Hezbollah, comme Arabie Saoudite. Pas vous avez eu des membres de la famille royale dont les jets ont servi à des transports de coke. Et puis le trafic d'êtres humains aussi, d'ailleurs. C'est tout ça. Et, ils sont tous pareils. Hein, c'est le même phénomène. Alors, et puis on continue en Europe et en France à se moquer avec un mépris incroyable de Donald Trump, qui serait un débile, qui fait n'importe quoi, qui ne réussit pas. Bien sûr, tiens, donc, il ne réussit pas à leurs yeux, mais sauf qu'en fait, le problème, c'est qu'il réussit, il a des résultats, il fait des choses concrètes, il fait ce qu'il a promis, parce qu'eux n'ont plus l'habitude de faire. Enfin, remarquez, non seulement ils n'ont pas l'habitude de... Non plus, j'ai dit ils n'ont jamais eu l'habitude de le faire. Et donc, et puis on continue à dire, mais non. En fait, on se cache derrière son petit doigt. Mais si. En politique intérieure, ce dont on parle jamais en France, aux États-Unis, il y a une lutte contre le wokisme, une lutte contre toutes les dérives Et tous azimuts. Tous azimuts. Et ça marche. Hein. Ça marche, il y a des résultats. Parce qu'on dit, oui, il essaye mais ça ne marche pas. Mais si, ça marche. Et la preuve, d'ailleurs, c'est que tous ces parasites, entre guillemets, contre lesquels il lutte, ils sont en train de quitter. Je parle de ceux qui sont dans les universités américaines qui enseignent n'importe quoi aux étudiants. Dans le monde artistique ou de la culture. Ils sont en train de quitter les États-Unis. Et devinez où ils vont, Pierre-Henri ? Chez nous. En France. On les recrute, on les paye. Tout à fait. Et alors, il y a eu un fonds, je crois, de plusieurs dizaines de millions d'euros, sans mentir, je crois, une vingtaine ou une trentaine, qui a été prévu pour justement accueillir les dissidents persécutés des universités américaines. Ils sont recrutés à Sciences Po, Paris. À l'université d'Aix-Marseille. Voilà. À Saclay, pas partout. Nos bonnes universités recrutent tous les parasites que les Américains ont virés parce qu'ils en ont marre que leur niveau chute, que leurs étudiants apprennent n'importe quoi. Et donc, voilà, nous les ramassons. Nous sommes la poubelle, en fait, du monde. Oui, mais avec bonne conscience. Bien sûr. C'est ça qui fait notre force. En disant, nous sommes... vous souvenez-vous de la phrase de François Hollande, il y a 6 mois. Il invitait ces chercheurs, entre guillemets, américains, il proposait de leur attribuer l'asile politique scientifique. Il a inventé une formule, François Hollande. Oui, on avait déjà les réfugiés climatiques, on aura maintenant l'asile scientifique. Et donc, j'en profite, parce que je voulais en parler à la fin de l'émission, pour faire un clin d'œil à cette publicité que j'ai vue, parce que ça a commencé aux États-Unis, mais il n'y en a plus aux États-Unis. Pour une chaîne de magasins de cosmétiques et de parfums. On peut les nommer. Hein. Oui, Sephora. Sephora, qui fait une publicité à la télévision
En résumé, c'est une publicité pour le maquillage qui en gros, ils essaient d'expliquer que si vous avez des difficultés à vous maquiller, venez chez nous, c'est plus facile, les produits sont mieux. Qui a des difficultés et à se maquiller? Quand on regarde qui sont les personnages qui sont dans la publicité, c'est que des travestis. Et donc, en fait, c'est une publicité pour travestis, pour leur expliquer que s'ils ont du mal à se maquiller parce qu'ils sont des hommes, ils ont une barbe, voilà. Et donc, venez chez nous, nos produits sont faits pour vous. Que représente cette population en termes commerciaux pour Sephora? Pas grand-chose, parce que, à ma connaissance, il n'y a pas des millions de travestis en France. Ça doit se compter par milliers. Et ils font une publicité à la télé pour ça. Je rappelle juste qu'aux États-Unis, la marque Budweiser de bière, qui est la première bière vendue au monde, avait fait décorer ses canettes de bière par un travesti. C'était leur responsable. Fait des publicités télé, même avec le dit travesti. Et puis c'était la responsable communication chez eux qui avait fait ça. Ça n'a pas duré une semaine, parce que la clientèle Budweiser a fait l'action en bourse surtout, qui a plongé. Pourquoi l'action en bourse a chuté? Parce que les clients Budweiser ont manifesté leur mécontentement par des vidéos YouTube, par le boycott de la bière Budweiser. La panique était telle que l'action a chuté de plus de 10% en quelques jours. La responsable en communication a été virée. Ils ont viré ces images, sont revenus à la normale. Parce que la clientèle a réagi, ce que nous ne faisons pas en France, malheureusement. On aura peut-être aussi l'occasion un jour de parler de la campagne de communication et hyper woke de Porsche. Toutes les marques de voitures. Qui a vu ses ventes chuter en Europe de quelque chose comme 60% en un an. C'est absolument considérable. Toutes les publicités de voitures en France, pas toutes, mais presque, vous avez dans la publicité un couple homosexuel qui s'embrasse. Je ne vois pas l'intérêt... Non, mais c'est la vie privée des gens, on s'en fiche, c'est pas le problème, on n'est pas ni pour ni contre. Mais pourquoi mettre ces images dans une publicité de voiture? Voilà. Donc c'est de la politique, on fait du militantisme politique. Encore une fois, aux États-Unis, grâce à la population américaine qui est majoritairement hostile à ça, ça s'est arrêté net, parce que vous savez, c'est pas compliqué. Vous leur démontrez que s'ils font ça, ils vont perdre beaucoup d'argent, ils cessent. Ça s'arrête tout de suite. Parce que eux, ça ne leur rapporte pas de l'argent, ça, c'est idéologique. Mais vous savez, à partir du moment où vous leur faites perdre de l'argent, ils mettent la politique dans leur poche. L'idéologie change bien évidemment. Voilà. On fait une pause pour le Bobino, on se retrouve pour la France. Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance. On reprend donc notre émission sur la politique française. À l'approche justement du vote de confiance du 8 septembre. Alors, demain, ce n'est pas un secret que M. Bayrou n'aura pas la confiance de l'Assemblée nationale, du Parlement. Non. On sait. Alors, ce que l'on ne sait pas, c'est est-ce que M. Macron va dissoudre l'Assemblée nationale ou bien changer Bayrou ou garder Bayrou? Gouvernement. Non, franchement, garder Bayrou, ça paraît... Il en a le pouvoir. Mais mais a priori, même M. Bayrou ne voudra pas. Parce que s'il voulait, il n'aurait pas demandé la confiance. Déjà. Parce que là, ça fait 9 mois quasiment. En fait, il veut partir. C'est l'heure de la sieste. Il veut partir. Voilà. Et donc, il va retourner dans ses terres béarnaises. Retourner c'est un diesel, M. Bayrou, il parle lentement comme ça, il vous tient des discours qui datent d'il y a 50 ans. Le moteur chauffe depuis 9 mois. Oui, et en plus, le problème, c'est que son calendrier a bugué. Il n'a pas compris qu'on n'est pas dans les années 80, 70, 80, on est en 2025. Parce que quand il parle, revenons à nos moutons. Deux solutions, ou dissolution ou nouveau gouvernement. Les bruits courent que M. Macron serait tenté par un gouvernement de gauche. Alors, c'était déjà les bruits qui couraient justement avant Bayrou. Mais là, alors justement, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi personnellement, je pense que comme M. Macron se fiche royalement de notre avenir, de la France et des Français, ce qui l'intéresse, c'est son ego et son jeu politique. Vous savez qu'il avait comme projet, ce n'est plus un secret aujourd'hui, de nommer Jordan Bardella comme Premier ministre. Parce que histoire de le plomber pour 2027. Exactement. Il avait intégré le fait que le RN pourrait gagner les élections et il n'était pas contre. Il s'est dit allons-y, qu'il gagne en majorité relative ou absolue, peu importe. Je le nomme Premier ministre, il se plante et comme ça, moi je remonte dans les sondages et je m'en vais avec des lauriers en 2027. Encore aurait-il fallu que Bardella accepta, ce qui n'était pas sûr. Non, il était partant, Bardella. Il l'avait dit lui-même. Il avait dit je me présente aux élections pour être Premier ministre. Rappelez-vous. C'est vrai aussi, mais entre ce qui est dit justement aux élections et... je ne suis pas sûr.
Ça aurait été un pari voilà très risqué. Gabriel Attal est venu plomber les plans macroniens. C'est pour ça qu'ils sont en très mauvais termes. Il faut que les auditeurs de Radio Courtoisie le sachent, s'ils ne le savent pas déjà, que Attal et Macron ne sont pas en bons termes. Parce que Macron avait ce projet machiavélique. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'il croyait, qu'il était machiavélique. Lui, il pensait que c'était une réussite, une future réussite. Attal lui a plombé son projet en appelant à voter LFI. Et voilà que le RN n'avait pas de majorité ni relative ni absolue. Donc, et moi, je le soupçonne d'être tenté, je ne dis pas qu'il va le faire, je le soupçonne d'être tenté de faire la même chose avec la gauche. C'est-à-dire nommer un Premier ministre de gauche, Pour la leur plomber. dire allons-y, allons, jouer. Alors que ça soit mauvais pour la France, pour les Français, qu'on perde 6 mois Peu pour importe. rien, ça Non. c'est le cadet de ses soucis. Hein. Le cadet de ses soucis. Lui, ce qui l'importe, c'est remonter dans les sondages et montrer qu'il est... Ce qui est intéressant, c'est que cette éventualité a déjà depuis longtemps traversé l'esprit de gens à droite. Enfin, quand on dit à droite, c'est Oui. chez LR, entre Oui, guillemets. oui, la pas- fausse droite, oui. Voilà, la fausse droite, pas chez Ciotti, hein, chez le LR, Wauquiez, Retailleau. Oui. Et justement, il y a une espèce de divergence dans les médias qui est apparue entre les deux, puisque Wauquiez a dit que LR serait d'accord pour ne pas automatiquement censurer un gouvernement socialiste. Alors Et après, ils Retailleau, nous font croire qu'ils sont de droite. Retailleau a fait semblant ou s'est vraiment étranglé en disant que non, ce n'était pas la ligne, sa ligne ni la ligne du parti. On ne sait pas s'ils vont réussir à se mettre Mais d'accord. quel parti Oui, Pierre-Henri, quel parti C'est Très quoi bonne leur question. parti C'est quoi non, mais c'est combien de divisions, comme disait Staline pour le Vatican? Oui, bah en fait, LR, c'est devenu un petit peu ce qu'était l'UDF avant de devenir le MoDem, donc le parti de Bayrou. C'est Oui. devenu un parti d'élus locaux qui a encore Ils n'ont quelques pas de clés militants. par-ci par-là, qui n'a plus de militants. Quel parti? Alors, ils sont divisés en deux maintenant. Wauquiez tient le Parlement quand même, parce que c'est lui le président du groupe. Voilà. Un groupe qui ne vote même pas de la même manière, parce que vous allez voir, il y a une vingtaine de députés qui veulent ne pas voter la confiance à Bayrou, et les autres veulent la voter. Je vous rappelle que Retailleau fait le dur concernant un futur gouvernement de gauche, mais lui appelle à voter la confiance au gouvernement auquel il appartient. Vous me direz, c'est cohérent. Mais enfin, qu'est-ce qu'il fait dans ce gouvernement de centristes et de gauchistes? Qu'est-ce qu'il fait là en nous faisant croire qu'il est de droite? Et il dit... Alors vous savez, quand ils veulent vous pousser à faire des choses incohérentes et totalement absurdes pour quelqu'un de droite, c'est-à-dire faire partie d'un gouvernement dirigé par François Bayrou et par des macroniens, qu'est-ce qu'il vous dit? Il faut avoir le sens des responsabilités. Un mot qui veut rien dire. Mais Dire. Non, mais Ah non, qu'est-ce mais que ça alors, veut dire, le sens des les responsabilités? macronistes ont inventé, vous le savez, une expression plus courte qui est absolument horripilante et qui fait très manager technocrate des années 2020, qui est de dire tout simplement en responsabilité. Oui. J'ai décidé de. Oui. En responsabilité, ça veut dire ouais. C'est En pyjama, c'est ce j'ai qu'on décidé appelle- de. Ça n'a aucun sens en c'est ce français. qu'on appelle le mot que je déteste, les communicants. Communicants Oui, égale oui. inculte en politique, blablateur, vendeur de photocopieuses. Pardon pour les vendeurs de photocopieuses, je ne vais pas les injurier, mais enfin, voilà. Symbolique, photocopieuse symbolique, Oui, bien sûr. c'est-à-dire qu'un vendeur de gadgets, de photocopieurs ne sont pas des gadgets, c'est des outils très utiles. Mais un vendeur de gadgets baratineur, vous savez, comme ceux qui étaient devant les galeries Lafayette dans les années 80, Oui, qui vous oui, vendaient oui. des machins Ou les qui ne VRP. fonctionnaient que quand ils les faisaient des démonstrations Exactement, devant ou vous. Après, vous les les achetez, VRP. ça ne fonctionnait pas. Les VRP qui mettaient le pied à travers la porte pour vous vendre des aspirateurs douteux. Voilà. Et donc, c'est un peu ça. Bon, si je reviens sur Retailleau, c'est complètement... Alors, la responsabilité, c'est pas responsable, ça c'est pour vous culpabiliser. En fait, ils vous vendent leur camelote en faisant peur aux Français, en leur disant, attention, ça veut dire quoi parce qu'on est responsable. Autrement dit, si on fait pas ça, c'est le chaos. On va tous mourir. Le ciel va nous tomber sur la tête. Alors, C'est ça que ça veut dire en responsabilité. Oui, c'est après nous le déluge. Et il n'est pas inintéressant aussi de voir ce que va donner la conjonction donc, du vote de confiance du 8, donc de demain, d'aujourd'hui, pardon, parce que nous avons préenregistré, il faut le dire aux auditeurs, et puis là, le bloc en tout de mercredi 10. Oui. Alors le bloc en tout, on en a parlé lors d'une précédente émission, et on a bien vu que c'était principalement animé par des gens issus de ce qu'on appelle la société civile, donc des gens lambda, mais d'extrême gauche, et que les partis essayaient plus ou moins de récupérer le mouvement, les syndicats plus ou moins, mais étaient un peu gênés aux entournures. Mélenchon appelait au maintien de l'ordre républicain. On va voir ce qui va ressortir du 10. Peut-être rien du tout. Peut-être toujours que ça un sera peu de casse, parce qu'il suffit de un peu la de casse, moindre évidemment. manifestation de 1000 personnes, vous avez 200 types qui Mais viennent casser. il n'est pas du tout dit que ça devienne un gilet jaune bis. Non, Loin je de ne là. le crois pas personnellement. En revanche, ça peut servir quand même d'espèce d'épouvantail
en vue de maintenir une espèce de risque de l'arrivée de l'extrême gauche au pouvoir, avec surtout LFI et les écolos. Alors pourquoi pas s'en servir du point de vue de Macron pour nommer une espèce de centre-gauche, vous savez, l'aile très laïcarde du PS. Faites allusion à Cazeneuve. Du Cazeneuve à l'extrême du Jérôme Gage. Qui va durer 2-3 mois, voilà. On sera censuré et rebelote. Même pas Olivier Faure. Olivier Faure serait déjà trop à gauche, mais un Jérôme Gage... Je pense qu'on est assez ridicule comme ça. On n'a pas besoin de rajouter un Olivier Faure pour être encore plus ridicule. Je pense qu'on a... Malheureusement, vous savez on pense toujours avoir atteint le fond. On continue pourtant de creuser. C'est vrai, tout est Preuve en est, justement, vous vouliez parler de Jean-Noël Barrot, notre ministre des Affaires étrangères. Il nous reste 2 minutes, on va en parler parce que... Il ne mérite pas plus, mais il faut quand même en parler. Comme vous dites, en responsabilité, comme c'est quelqu'un de très responsable, quand on se fait cracher dessus par un pays qui ne représente rien, qui est pauvre, qui dépend de nous en grande partie... Alors certains, quand ils se font cracher dessus, disent qu'il pleut. Oui. Jean-Noël Barrot, il dit... Pardon. C'est du parfum. Oui, voilà, c'est exactement, c'est du parfum. Merci, monseigneur. Et il s'excuse de ne pas avoir été là plus tôt pour recevoir le crachat. Oui, de quoi s'agit-il ? Alors, comme les auditeurs doivent le savoir, il y a un ressortissant tunisien. Je fais une parenthèse tout de même. Parce que ce ressortissant tunisien, la grande presse, quand je dis la grande presse, c'est-à-dire la presse majoritaire, l'a fait passer pour un Français. Une escroquerie de plus. C'est-à-dire que les premiers communiqués sont sortis, ils disaient en France depuis telle date, français d'origine tunisienne. Or, il n'était pas français du tout. Et pendant plusieurs jours, des journalistes de bonne foi ont dit ah tiens, on peut pas dire qu'est-ce qu'il fait là, etc. Parce que cette fois-ci c'est un Français. Alors, puis ils se sont rendus compte plusieurs jours plus tard qu'il n'était pas français. Rapidement, qu'est-ce qui s'est passé donc avec ça ? Alors ce Tunisien sort un couteau. Mais pas un couteau de cuisine. Hein. Un vrai couteau de boucher. Oui. Non, mais un couteau qui fait 30 cm de long. Une machette, oui, quasiment. Une machette. Voilà. Je l'ai vu en photo. Ouais. Une photo, un couteau de 30 cm et de à peu près 12 cm de hauteur. Il se met à poignarder. Machette. Il poignarde 5 personnes. Colocataires, avec une voisins, matraque, etc. Il est impossible à maîtriser. La police intervient. Dans un pays normal, dans un monde normal, et un type comme ça, on lui tire dessus, point. Aux États-Unis, vous faites ça, la police arrive. Voilà. Oh, même pas. Aux États-Unis, sommation, c'est pour le. Ouais, c'est dans les films, ça. En réalité, ils vous tirent dessus. Hein. Et en France, nous sommes un pays démocratique et respectons les droits de l'homme et blablabla. Eh bien, généralement, surtout les droits des criminels. Oui, on arrive, on crie, on avance lentement, on envoie un taser, ça marche pas. Enfin bref, ça dure 10 minutes. Hein. Et donc, la police est intervenue rapidement, a fait des sommations, a tiré au taser, c'est-à-dire, je le rappelle aux auditeurs, c'est des fils électriques pour neutraliser quelqu'un sans le tuer. Ça n'a pas marché. Donc ils ont fini par tirer dessus parce qu'ils n'ont pas envie de mourir eux non plus, et que d'autres meurent. Donc il est mort, le type, et voilà que le ministre des Affaires étrangères tunisien accuse la police française d'assassinat d'un ressortissant tunisien. Et que fait Barrot ? Que fait Barrot ? Barrot, au lieu de convoquer l'ambassadeur de Tunisie, de protester, de leur dire vous calmez, sinon on va avoir des représailles contre vous, eh bien il se justifie, il leur dit je vais vous envoyer le dossier de cette affaire pour que vous voyez qu'on n'a rien fait. Voilà. Encore un comportement scandaleux. Vous ne serez pas étonnés, nous non plus. On se retrouve dans une semaine pour un nouveau commentaire de l'actualité politique et culturelle. Merci à tous. Merci, à bientôt. Et bonne semaine. À la semaine prochaine.